La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, le flot des informations déferle et on sait déjà que chacun aura l'impression de payer pour les autres. Les Échos, chômeurs, les contrôles bientôt renforcés, Le Monde, impôt sur le revenu, 20% des foyers ont payé 75% des hausses. Le Figaro, ces Français qui quittent la France. Des journaux qui sont aussi très fiers de notre prix Nobel de littérature. Mais oui, enfin des unes qui parlent d'autre chose que d'économie, de chômage, de taxes. La Croix, un Nobel si français, Libération, sacré Modiano. Ouf, se rassure Christian Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, notre pays ne compterait donc pas que de laborieux énarques, de paresseux chômeurs et de malhonnêtes contribuables. Ce serait comme un réveil de la fierté nationale dans les éditoriaux ce matin. Pas un chauvinisme triomphal, mais un retour à l'essentiel. Cet obsédé des cartes et des adresses donne raison au Goncourt Michel Houellebecq, épris d'une France désindustrialisée avec ses paysages sublimes et ses musées. Une France à qui il ne reste plus que la culture. Modiano a amplifié ce paradoxe en confiant hier la littérature, c'est ce qui le mieux traduit l'angoisse contemporaine. Et pour cela, justement, la France, à travers ce prix, est plus que jamais à sa place. L'occasion, écrit Dominique Quignot dans La Croix, de s'émerveiller une fois encore des larges frontières de la littérature. Chaque grand livre est un continent. Le Nobel honore année après année des écrivains de toutes origines géographiques, de toutes langues. Il distingue aujourd'hui un écrivain si français, d'une histoire si française, auquel il reconnaît un goût d'universel. Mais la littérature, contrairement au flux de l'actualité, se prête mal au commentaire qui n'épuisera jamais son message. Non pas une histoire qu'on peut résumer, mais ce fabuleux agencement des mots qu'on nomme le style. Alors il ne nous reste qu'à lire Modiano. Dans un autre style, l'écotaxe, ou plus exactement feu l'écotaxe, prend pas mal de place dans la presse. Oui, la littérature nous consolera-t-elle du pathétique ? En tout cas, les commentaires sont unanimes ce matin sur l'enterrement de l'écotaxe. À l'exception notable du Télégramme, qui se souvient des bonnets rouges bretons, tous parlent du fiasco d'une mort annoncée dès l'arrivée de Ségolène Royal, contemptrice de l'écologie punitive. C'est le cas de Libération, qui semble douter de l'option de remplacement par la taxe des profits des autoroutes. Et de citer le constat d'un membre de la fondation Nicolas Hulot, il vaudrait mieux s'attaquer à la concurrence déloyale des routiers d'autres pays qui usent d'un coût du travail au rabais. Le vrai problème est là. Mais la cohérence n'est pas la vertu la mieux partagée au sein de ce gouvernement. Il faut lire la page du Monde qui résume le véritable problème. Elle est intitulée « L'exécutif à court d'idées pour la suite du quinquennat ». Absence de résultats et panne de projet. On est loin de l'enthousiasme qui avait accompagné l'arrivée au gouvernement de cette jeune garde qui devait renouveler la politique. D'ailleurs, Marianne en déboulonne la principale icône avec une enquête sur Emmanuel Macron, le chouchou des élites. Ambitieux, éclectique et dilettante, rompu aux intrigues et au double jeu. Il a, nous dit Marc Endevel, le dédain tranquille de ses responsables, notamment socialistes, qui croient sincèrement au gouvernement des experts. Un littéraire parti très loin de la littérature. Le Parisien nous ramène à l'école ce matin. Et oui, la une du Parisien donne le ton. Les parents n'en peuvent plus. Le motif de leur colère, la journée de réflexion sur les futurs programmes et l'incroyable gabegie des rectorats. Mais derrière ces problèmes à la fois insupportables et annexes, c'est l'avenir de l'école républicaine qui se joue. Et l'article à lire ce matin est dans Marianne. Jacques Juillard revient sur la suppression des bourses au mérite. À bas les critères intellectuels à l'école et vive les critères sociaux, s'écrie-t-il. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de placer les meilleurs dans les emplois les plus utiles à l'intérêt général, mais de s'assurer que dans toutes les niches de l'organisme social, les gens soient représentatifs de la société tout entière. Oui, ruse du différentialisme communautaire qui se fait passer pour le champion de la justice sociale. Et pourquoi pas demain faire payer l'école aux plus riches puisqu'ils le peuvent, se demande Jacques Juillard, de sorte que, sous couleur de réduire les inégalités, on passe tout doucement de la France républicaine des droits universels à la France paternaliste de l'assistance. Oui, une France devenue libérale et corrigée par un peu de charité. Alors là, vous me dites qu'on va parler d'Ada Lovelace. Je ne sais même pas si je prononce Ada bien. Lovelace. Je ne sais pas qui vous c'est. Ne connaissez pas ce nom étrange. Non. Et si je vous dis que vous le lirez dans le magazine féminin gratuit Styliste, vous allez imaginer un top modèle ou quelque chose de ce genre. Eh bien, ça pas sonne du bien, tout. ouais, Ada Lovelace. Ada Lovelace, née Byron, était la fille du poète romantique, une jeune fille exaltée, passionnée de science, puisqu'en fait sa mère divorcée lui avait interdit la littérature pour lui éviter les désordres de son père. À 11 ans, elle se lance dans la conception d'une machine volante, puis elle se passionne pour la machine analytique, l'ancêtre de l'ordinateur, jusqu'à en prédire les applications infinies. C'est elle qui invente les cartes perforées servant à programmer. Elle meurt à 36 ans d'un cancer de l'utérus, une preuve sans doute pour les scientifiques qui s'ingénieront par la suite à la traiter d'hystérique et à nier son apport à la science. Enfin, un article de magazine féminin qui soit vraiment féministe. C'est beau. On termine avec un voyage.
Oui, le magazine M nous emmène au fin fond du Nouveau-Mexique, dans un village perdu baptisé du nom d'un jeu télévisé des années 50, Truth or Consequences, donc TRC, qui abrite pourtant, il devrait être célèbre, le premier spaceport, c'est-à-dire l'aéroport vers l'espace conçu par Richard Branson, le milliardaire, et financé notamment par l'achat de billets d'Angelina Jolie, Brad Pitt et Justin Bieber. Oui, mais pour l'instant, l'immense dôme abrite un agent de sécurité improbable et le village attend toujours les touristes. Faudrait leur dire que le meilleur passeport pour des lieux exaltants et inexplorés, ce sont les livres de Modiano et de quelques autres. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Lundi, Natacha. À lundi.